Bonjour, 5 premiers ministres en 20 mois, 7 depuis l'entrée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, du jamais vu sous la Ve République. La France, longtemps vantée comme un modèle de stabilité, est désormais scrutée, entre angoisse et commisération, par les démocraties parlementaires avoisinantes. Ses partenaires européens redoutent un risque systémique, comme on dit. Vous nous direz, Éric Leboucher, journaliste à l'Opinion et aux Échos, si les Français peuvent encore retarder l'heure des comptes, les comptes publics, alors que la situation est, nous dit-on, alarmante, ou bien sommes-nous déjà pour nos voisins un trop gros danger pour ne pas être, une fois de plus, renfloués, too big, to fail, dans la langue des investisseurs. Retour en images, en tout cas sur ce moment de vérité, c'était à l'Assemblée nationale lundi, des images commentées par Jean Barrère. Sa chute était pronostiquée. Le gouvernement de François Bayrou perd la confiance des députés avec 364 voix contre et 194 pour. Dans l'après-midi, le Premier ministre avait pourtant tenté de convaincre une dernière fois. Mesdames et messieurs les députés, vous avez le pouvoir de renverser le gouvernement, mais vous n'avez pas le pouvoir d'effacer le réel. Les dépenses continueront d'augmenter plus encore. Le chef de file des députés PS a renvoyé la responsabilité de la dette au macronisme dans un discours particulièrement virulent. Vous ne ferez pas aujourd'hui de votre défaite une victoire. De l'absurde, un haut fait. Ce vote auquel vous vous sommitez n'est pas un acte de courage, c'est une dérobade. Les Républicains ont joué un numéro d'équilibriste en ménageant leurs critiques, Laurent Wauquiez les laissant libres dans leur choix de vote. Certains voteront pour, sans enthousiasme, et ce sera mon choix. Mathilde Panot de la France Insoumise a conspué le gouvernement et dénoncé une oligarchie rapace. Aujourd'hui est un jour de soulagement pour des millions de Français. Soulagement que vous emportiez dans votre chute, votre projet de budget cruel et injuste qui visait à dépouiller le peuple de France. François Bayrou a ensuite une dernière fois pris la parole devant l'Assemblée, dénonçant la violence et le mépris des propos et évoquant 9 mois de bonheur à la tête du gouvernement. La chute de François Bayrou, c'est quoi? Celle d'un homme qui a soudain perdu la raison et joué des réformes pourtant indispensables sur tapis vert, ou bien le refus des oppositions, au pluriel, de se rendre à l'évidence? Un peu les deux sans doute, puisqu'il a été maladroit, on l'apprend, en disant qu'il voulait faire des réformes, enfin des économies, sans en parler avec les autres de l'Assemblée nationale, les autres partis, donc il n'a pas été très habile. Mais néanmoins, la situation appelle des mesures. Ça va encore, nous disent un certain nombre d'économistes. En effet, ça va encore, mais c'est la dynamique qui est très grave. Et on est à environ des paiements de dette, des paiements d'intérêt de la dette de 2% du PIB. Donc on nous dit ça va, mais simplement ça va monter à 3, à 4 et rapidement. Donc il faut absolument aujourd'hui faire quelque chose. Oui, la réalité des comptes publics, elle est connue, nul ne l'ignore. Plus de 3 400 milliards de dettes. C'est plus que toute l'économie française, 113% du PIB, plus de 5% du déficit, là encore rapporté au produit intérieur brut. Qu'est-ce qui ne fait pas consensus? La gravité de la situation ou les réformes à entreprendre? En gros, qui doit porter l'effort? Oui, mais la gravité elle-même ne fait pas consensus, puisque, on vient de le dire, un certain nombre d'économistes pensent que ça va encore. Bon, je pense que la dynamique est mauvaise et qu'il faut agir dès maintenant. Ensuite, comment agir? Et là-dessus, il n'y a absolument pas d'accord, parce que si vous niez qu'il y a un problème de dette, vous n'y réfléchissez pas. Donc, il faudrait que l'ensemble des partis fassent des propositions. Et je crois que la réalité qui est très difficile en vérité, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière la dette de 3 500 ou 400 milliards, comme vous l'avez dit. Plus de 2 000 milliards, c'est dû à des déficits sociaux. Et donc, le vrai problème en France, c'est que l'énorme système social est appuyé sur les générations suivantes, pour partie. Et donc, ça ne peut pas coller. C'est pas moral. La cavalerie, comme on dit. Et oui, ensuite, comme ça dérape, comme les gens vieillissent, et comme les gens vivent de plus en plus longtemps. Plus assez de cotisants pour le nombre de bénéficiaires. Donc, de toute façon, il faut absolument faire quelque chose. Et oui, cette cacophonie française inquiète vue de l'étranger. Qu'en pensent nos voisins européens, Maya Naissiatagen? Alors dans la presse, il y a eu deux approches. Par exemple, cette publication italienne qui titre sur la France qui plonge dans le chaos. Et puis il y a une approche un peu plus moqueuse, celle de nos confrères danois qui parlent d'une France qui change de Premier ministre
presque aussi souvent que nous changeons de sous-vêtements. Alors plus sérieusement, il y a aussi nos collègues espagnols, El Mundo, qui parlent évidemment de la chute de François Bayrou, qui serait un harakiri politique qui plonge la France dans une profonde incertitude. La faute à qui? Eh bien, Emmanuel Macron, selon nos confrères suisses, cette fois-ci de Blick. Selon Blick, eh bien, ce serait le président lui-même qui aurait mis le verre dans le fruit avec la dissolution de l'Assemblée nationale l'année dernière. La chute aurait donc eu lieu, selon cette publication danoise, au ralenti, avec des blessures qui pourraient être mortelles, fatales, et des conséquences qui pourraient être ressenties dans toute l'Europe. Les Allemands aussi, dans le Tagesspiegel, disent la même chose. Ils s'inquiètent avec la France qui chancelle. Eh bien, c'est l'euro et l'Union européenne tout entière qui pourraient chanceler. Ils se demandent aussi, toujours dans les colonnes du Tagesspiegel, si avec 4 premiers ministres en 3 ans qui disent en français dans le texte au revoir, eh bien, est-ce que la France ne serait pas devenue irréformable, voire ingouvernable? C'est finalement même jusqu'aux États-Unis qu'on parle d'un véritable bazar fiscal et politique dans le Wall Street Journal, et nos confrères de CNN finalement résument: ce serait un véritable cadeau pour Vladimir Poutine et Donald Trump, dont le plaisir commun serait, je cite, de se moquer des faiblesses de l'Europe. Eh oui, car si la crise s'étend en France, craint-on qu'elle contamine le reste de l'Europe? Certains dirigeants craignent en effet cette hypothèse, puisque la France, c'est un poids lourd au sein de l'Europe, un membre fondateur de l'Union européenne. Et il faut dire que depuis sa première élection en 2017, Emmanuel Macron a été un moteur sur les dossiers européens, avec une idée centrale: faire de l'Union européenne une puissance qui s'affirme. Mais la crise politique en France fait craindre un recul de l'influence française, un recul déjà constaté depuis la dissolution, avec un président affaibli. On l'a vu récemment, par exemple, dans le dossier du traité avec les pays du Mercosur, où la voix de la France a peu pesé. Pareil dans le dossier sur les droits de douane avec les États-Unis, dans lequel la France n'est pas parvenue à obtenir une exonération de droits de douane sur le vin, alors que l'Allemagne est parvenue à obtenir un abaissement sur l'automobile. La France est également affaiblie sur le plan économique, certains craignant que Paris soit devenu le nouvel homme malade de l'Europe. Malgré tout, la France reste active sur le plan diplomatique, avec la coalition des volontaires dans le dossier ukrainien, mais également sur Gaza, essayant d'entraîner d'autres pays vers la reconnaissance de l'État de Palestine. Éric Leboucher, la France était sous le coup d'une procédure de déficit excessif de l'Union européenne. Ça veut dire des pénalités, procédure que la Commission de Bruxelles a accepté de suspendre temporairement, mais à la condition que la France présente des mesures qui rendent crédible sa trajectoire de retour à l'équilibre. Oui, donc on sera pénalisé sûrement si on ne présente pas ces mesures. Ouais. Et je ne vois pas, à l'heure actuelle, je ne vois pas lesquelles on va pouvoir présenter. Donc on risque d'être pénalisé en effet. Après, c'est des pénalités qu'on ne paye pas toujours, qui se diffèrent, etc. Mais bon, ça aggrave le cas de la France au sein de l'Europe, c'est certain. Si en plus elle triche sur ces pénalités, donc tout va mal. En effet, la France est un grand pays européen, c'est un pays fondateur, vraiment presque numéro 1 dans la fondation de l'Europe, mais un pays ruiné. Donc un pays ruiné, il a moins de pouvoir et ça ira croissant. Ça veut dire que les 44 milliards d'euros d'économies que présentait François Bayrou, aucun de ses successeurs, quelle que soit son orientation, ne pourra s'en dédouaner ? Il faudra bien trouver quelque chose. Je ne sais pas s'ils vont trouver à 44 milliards, plus haut, plus bas. Il faudrait plus haut, mais ce sera sans doute plus bas. Le Parti socialiste évalue à une vingtaine de milliards seulement les fonds. Oui, c'est ça, la moitié. Ça ne suffit pas, sous prétexte assez compliqué et faux de raisonnement économique. Oui, il faudra que la France se mette à faire, soit un peu rigoureuse. Mais pour l'instant, le paysage politique ne le permet pas. D'où l'inquiétude des Européens, tout à fait raison. Et ce d'autant plus que la moitié de la dette publique française est détenue par les non-résidents. Et cette proportion, elle n'a fait qu'augmenter depuis la crise du Covid et le quoi qu'il en coûte. Ça oblige à faire davantage d'économies. Si, en gros, comme au Japon, la dette était détenue essentiellement par des nationaux.
Oui, mais enfin, on ne fait pas des économies pour les autres, on fait des économies pour la France, pour que la France... Parce que pourquoi il faut faire des économies aussi? Il faut faire des économies pour la raison que je vous ai dit tout à l'heure. Nous avons un système social déficitaire, donc nous faisons on donne de l'argent, on endette le pays pour payer le courant, les dépenses courantes. Or, aujourd'hui, ce qui est très nouveau, si vous voulez, c'est avec l'éruption de la guerre, d'une part, du numérique, d'autre part, le vieillissement, etc. Donc tout ça impose qu'on fasse des investissements sur l'avenir et non pas des dépenses courantes. Donc les économies qu'il faut faire, elles comportent se remettre en ordre, éliminer le déficit, mais aussi mettre de côté de l'argent pour investir. Donc c'est beaucoup. Le changement, il est grand. Qui plus est, et c'était le sens de ma question, avec des créanciers étrangers, a priori moins captifs que des ménages français épargnants traditionnels. Oui, plus rigoureux et qui ne laisseront pas passer beaucoup de choses. Oui. Bon, enfin, encore une fois, la France, aujourd'hui, est un grand pays, donc la différence de taux entre la France et l'Allemagne n'est pas encore énorme, mais ça peut glisser très vite. Et puis, encore une fois, on ne fait pas toutes ces réformes, toutes ces économies pour les autres, pour l'Europe. On fait pour remettre la France en ordre. Et il n'y a pas qu'en matière budgétaire que la France inquiète ses partenaires. Quelle sera la position française si d'aventure la crise politique conduisait au pouvoir une nouvelle majorité face à la Russie? Notamment, Emmanuel Macron s'est exprimé sur le sujet. C'était lors de la réunion récemment à Paris de la coalition dite des volontaires autour de l'Ukraine. Écoutez. Le contexte international en Ukraine, comme au Proche et Moyen-Orient, nous rappelle d'abord que la France est attendue, que nous avons beaucoup à faire, que le monde dans lequel nous vivons est instable. La France doit continuer d'avancer. Et c'est avec une volonté d'ambition, de responsabilité, de stabilité et de respect pour la diversité des formations politiques que nous devons aborder tous ces débats. Et j'espère que c'est avec cet esprit et poursuivant ces principes que les jours et semaines à venir seront abordés. Éric Le Boucher, comment maintenir une telle détermination lorsque le pouvoir se sait menacé dans les urnes? Il faut la maintenir. Qu'est-ce que vous voulez? Les démocraties, c'est comme ça. Il arrive qu'on vote et donc les gouvernements sont éphémères. Donc par nature. Mais les gens le comprennent. Il faut simplement qu'à Paris, la parole soit ferme en ce qui concerne la défense européenne, en ce qui concerne l'attitude face à l'Ukraine et Moscou. Et c'est l'État français. Maintenant, ce qui est très difficile, c'est que la politique, enfin, le spectre politique français est très désordonné dans tous les sens, et une grande partie, sinon une majorité, et pas pour les dépenses et la défense de l'Ukraine. Donc évidemment, ça affaiblit le discours présidentiel. Oui, c'est la crédibilité même de la France qui affaiblit aux yeux de ses alliés. On ne sait pas si dans 1 an, 2 ans, Paris sera toujours en mesure de prendre le lead, la tête de ces forces de réassurance sur le terrain en Ukraine. On le sait, le Front National, le Rassemblement National et la France Insoumise, ils sont résolument hostiles. Oui, c'est vrai, mais enfin, on a encore l'armée la plus puissante en Europe, avec les Anglais et aussi les Polonais, c'est pas rien. C'est quelque chose. On ne parle pas de rien du tout. Donc on est ruiné dans les poches, mais on a des rafales et des missiles. Est-ce un signe, en tout cas envoyé aux Alliés? C'est celui qui était jusque-là ministre des Armées qu'Emmanuel Macron a choisi pour succéder à François Bayrou. À Matignon, portrait de Sébastien Lecornu, le nouveau Premier ministre. Impassible, Sébastien Lecornu assiste hier à la chute de François Bayrou. En son fort intérieur, c'est-il qu'il lui succédera, devenant le 5e Premier ministre en 2 ans. Déjà pressenti par le passé à 39 ans seulement, c'est cette fois son moment. À la veille du mouvement Bloquons tout, c'est pendant une autre crise qu'il tape dans l'œil d'Emmanuel Macron en 2019. Pour rebondir après la crise des Gilets jaunes, c'est lui qui souffle au président une idée qui fera mouche, le grand débat. La prise de parole, pas trop long, hein. Je vais discipliner tout le monde. Venu de la droite, il gagne alors ses galons d'homme de confiance. Un statut qui se confirme aujourd'hui en pleine crise politique. À l'Assemblée, il est plutôt bien vu, y compris par le RN. Un dîner avec Marine Le Pen l'an dernier avait défrayé la chronique. Sans effet repoussoir non plus pour une partie du PS, il a pourtant fourbi ses armes à l'UMP. Son parcours est celui d'un pur politique qui cultive la discrétion. Sur ces images de 2005, il n'a que 19 ans. Il devient le plus jeune assistant parlementaire de l'Assemblée auprès du député Franck Gillard.
Mais dans son département de l'Eure, l'homme fort s'appelle Bruno Le Maire. En devenant ministre du gouvernement Fillon en 2008, il fait entrer dans son cabinet le jeune Lecornu, simple titulaire d'une licence de droit. Ces deux-là ne se quitteront plus. De la campagne des primaires de l'UMP en 2016 jusqu'à leur aventure commune de macronistes d'adoption. Peu connu des Français, Sébastien Lecornu se dit amoureux du consensus et friand de missions impossibles, des mots bientôt mis à l'épreuve du réel. Éric Le Boucher, on a beaucoup commenté le choix d'Emmanuel Macron de nommer un fidèle d'entre les fidèles en la personne de Sébastien Lecornu. Il rétrécit encore davantage une coalition déjà minoritaire ou bien a-t-il les moyens, d'après vous, de bâtir des compromis ? On va voir. Il est déjà essayé de faire la somme des siens et plus le LR. Donc au moins qu'il n'y ait pas de fuite. Parce qu'il y en a eu dans le vote contre Bayrou, 13 députés LR. Exactement. Donc là, il faudrait au minimum ça. Ensuite, il est parti pour discuter, en parlant de rupture, avec la gauche. Alors, est-ce qu'il va réussir à amener la gauche à ne pas le censurer sur son budget ? Ça se discute en ce moment. Voilà. Les enchères mises par la gauche, par le Parti socialiste, sont très, très élevées. Pour l'instant trop élevé, oui. Mais on est dans le souk là, ça discute. Économe en tout cas de ses propos, à défaut des deniers publics, il a effectivement marqué les esprits avec ce mot de rupture. D'après vous, Emmanuel Macron lui a donné carte blanche pour revenir sur les fondamentaux du macronisme. C'est ça le prix à payer pour éviter une nouvelle dissolution, voire même une démission du chef de l'État que d'aucuns appellent de leur vœu? Alors, non, il n'a pas le droit de rompre avec le macronisme, je ne crois pas. Mais simplement, comme il faut faire un geste pour séduire le Parti socialiste, pour qu'on ait un budget, que la France ait un budget, et que du coup, Emmanuel Macron puisse encore survivre une année jusqu'à l'horizon 2027, il faut qu'ils fassent ce geste. Donc il va falloir qu'ils expliquent que non, on ne rompt pas la ligne, mais on l'amende un tout petit peu sur tel ou tel dispositif fiscal pour les riches. Donc la question, c'est de savoir est-ce que ça coûte le Parti socialiste, est-ce qu'il coûte 4 milliards, 5 milliards, 10 milliards ? Voilà, c'est de ça dont on discute aujourd'hui. Voire éventuellement la réforme des retraites, vous y croyez ? Non, ça, je pense que c'est... Là, pour le coup, Emmanuel Macron ne peut pas accepter ça. Et d'ailleurs, la CFDT elle-même a basculé, donc on ne voit pas pourquoi. Le PS demande ça pour mettre la barre haute, mais sans y croire. En tout cas, à l'arrivée de Sébastien Lecornu à Matignon a de quoi rassurer nos voisins allemands, eux qu'ils connaissent comme ministre des Armées depuis 2022, Anne Maillet. Oui, la nomination express d'un nouveau Premier ministre à Matignon, qui plus est un fidèle lieutenant du président Emmanuel Macron, rassure de toute évidence le gouvernement allemand, d'autant que Sébastien Lecornu n'est pas un inconnu ici en Allemagne. Il a travaillé très étroitement ces 2 dernières années avec le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius. Sa volonté de consulter les différents partis politiques pour former un gouvernement selon une méthode somme toute très allemande est par ailleurs largement commentée de ce côté-ci du Rhin. Mais ceci dit, l'instabilité politique qui règne en France depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024 est une source de préoccupation majeure pour les Allemands, qui ont tendance à penser de toute façon que la France est un pays incapable de se réformer. Et c'est bien évidemment la dette française qui inquiète le plus. Ces dernières semaines, le spectre d'une nouvelle crise de la zone euro a été très largement agité par la presse allemande. Sébastien Lecornu aura donc fort à faire pour convaincre ses partenaires allemands qu'il est en mesure de redresser le pays. Ah oui, car à peine nommé, Sébastien Lecornu fait face à une multitude de revendications, illustrées notamment par cette journée du 10 septembre à l'initiative du collectif Bloquons tout, né des réseaux sociaux. Les flammes dévorant cette brasserie dans le quartier des Halles à Paris, c'est l'une des images marquantes de cette journée de mobilisation. Dans un autre quartier, les policiers sont pris à partie. Partout en France, des actions de blocage dès la matinée, comme ici près de Poitiers. L'intervention d'un blindé de la gendarmerie a dû être nécessaire pour déblayer la voie. À Rennes, un bus municipal a été incendié. Il ne reste plus que sa carcasse. Au total, 540 personnes ont été interpellées, même si la majorité des rassemblements s'est déroulée dans le calme. Bruno Retailleau a salué la réactivité des effectifs de sécurité.
Nous avons précisément mis en échec cette stratégie et les bloqueurs n'ont pas bloqué la France. Il y a eu de très très nombreuses tentatives, des tentatives qui ont parfois été violentes. Quel avenir pour ces manifestations? Certains souhaitent encore se mobiliser. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de choses où on s'est laissé un peu marcher dessus et donc dès qu'il y a un mouvement qui conteste tout ça, moi je suis là. De nouvelles grèves et rassemblements sont prévus le 18 septembre. Ça illustre le point de vue de nos amis allemands. Éric Le Boucher, la France incapable de se réformer? Non, ça je ne crois pas du tout. Je pense d'abord que les Allemands doivent nous faire la leçon, mais enfin, mezzo voce, si je puis dire, en italien, parce que leur coalition est un peu branlante, l'AfD est le premier parti, même chose pour les Anglais avec Farage, les Italiens sont quand même pas dans une situation extrêmement claire politiquement, donc même si Mme Meloni a atteint les 1000 jours au gouvernement, bon, donc non, les autres Européens ont le même problème que la France, c'est un problème énorme des classes moyennes. En France, on a réussi à se réformer très d'un coup, en 1958. On l'a fait en 1992-93, quand François Mitterrand a changé de politique complètement. Et on l'a fait encore pour entrer dans l'euro, d'ailleurs, comme d'autres pays européens. Donc on peut le faire. Simplement, il y a une classe politique qui est aujourd'hui éparpillée, déboussolée, qui ne sait pas quoi faire, et qui est l'ensemble, et deux côtés populistes, nous on n'en a pas un seul, on en a deux partis populistes, qui ont séduit une majorité de Français à dire que tout va mal, que rien n'est possible et qu'il faut tout renverser. Moi, je crois que le problème, il est là, dans l'état d'esprit des Français, qui sont convaincus que rien ne va, alors qu'il faut faire des réformes, il faut faire des économies et qu'on va y arriver. Est-ce qu'il n'y a pas un devoir d'exemplarité tout de même? C'est-à-dire pour rendre acceptable aux Français des concessions sur le recul de l'âge de départ à la retraite ou une nouvelle réforme de l'assurance chômage, est-ce qu'il ne faut pas taxer davantage les très hauts patrimoines ou que l'État lui-même réduise son périmètre, y compris dans les collectivités locales? Oui, pour les collectivités locales, je suis d'accord. Pour ce qui est des riches, c'est toujours le problème éternel des privilèges en France. Depuis 1789, on n'aime pas les privilèges. Ça nous ressemble, c'est notre génétique, je dirais. Oui, il y a quand même beaucoup d'optimisation fiscale aussi aujourd'hui, oui, par la mobilité du capital. Non, oui, bon, donc il y a des privilèges, oui. Je suis d'accord. Donc les privilèges, c'est pas normal. Personne n'en veut, c'est tout à fait justifié qu'on n'en veuille pas. Donc c'est tout à fait dans les gènes de la France. Simplement, il faut regarder les choses calmement. Quand on dit les entreprises reçoivent de l'argent de l'État, c'est ridicule. L'ensemble des entreprises, elles payent plus qu'elles reçoivent. Point. Et la différence est la plus forte d'Europe en proportion. Donc il ne faut pas raconter des bêtises de ce genre. Il ne faut pas écouter les populistes. Les populistes nous emmènent dans des aventures sans solution. Donc il faut revenir à des choses calmes, à des choses simples, à des économies faisables, où tout le monde doit payer en effet, mais sans oublier que si on fait payer les entreprises ou les riches, il faut surtout veiller à ce que la production ne se parte pas de France, donc ce n'est pas non plus très simple à faire. Et si on réussit à faire ça, très bien. Si les riches veulent bien payer, je crois qu'ils veulent d'ailleurs, mais à condition que ce ne soit pas un engrenage pour payer encore plus l'année d'après, l'année d'après, si on rétablit une stabilité, je pense qu'on retrouvera une possibilité et que oui, la France est réformable. On a tendance en tout cas à l'oublier, mais l'instabilité politique a fait partie de notre histoire politique récente jusqu'en 1958. La 4e République en France, c'était 2 gouvernements par an en moyenne. Image. Comment la France aurait-elle pu peser de tout son poids sur les grandes décisions internationales alors qu'en 12 ans, 24 gouvernements se sont succédés à sa tête avec une moyenne d'existence de 6 mois à peine. Durant la même période, l'Angleterre a connu 4 gouvernements, représentant 2 politiques. Les États-Unis n'en ont eu que 2. L'Allemagne a le même gouvernement depuis 10 ans. En France, l'instabilité est née d'une constitution qu'une opinion trop divisée n'a jamais réussi à amender, malgré 99 propositions de révision en 12 ans. Opinion de Georges Bidault, le 10 juin 1955. La nécessité d'une révision n'est plus contestée. Mendes France, le 3 juin 1953. Je demanderai au Parlement d'examiner très prochainement la réforme constitutionnelle. Paul Reynaud a dit « Il faut réviser la Constitution. L'instabilité de nos gouvernements afflige nos amis dans le monde et fait la risée de nos ennemis. »
N'ayant pu réviser la Constitution, le Parlement a confié ce soin au gouvernement en le chargeant de soumettre au peuple le texte de la nouvelle Constitution par la voie du référendum. Français et Françaises, soyez responsables de votre liberté. Mais c'est aussi de l'avenir de vos enfants que votre choix sera l'exacte monnaie. Un jour, il vous en sera demandé compte. Français et Françaises, par votre voix, s'accomplira le destin de vos fils. Éric Le Bouchet, je vois effectivement sourire. Depuis, avec l'émergence du Front National, devenu Rassemblement National, puis plus récemment du macronisme, la France a épuisé les charmes de la Ve République, fini l'affrontement droite-gauche et le scrutin majoritaire qui règle tout. Il faut changer de régime. Écoutez, on est dans un brouillard, à mon avis, économico-social tel que ce n'est pas en changeant des institutions ou des constitutions seulement qu'on va résoudre ça. Il faut retrouver un contrat social en France, en Europe, autour, à mon avis, d'un retour au régime qui marche. C'était un régime démocratique, un régime européen et un régime social-libéral, comme c'était. Il faut ce retour-là. Donc, après, est-ce qu'il faut changer de constitution ou pas en France? Autrement dit, est-ce que la Ve s'était adaptée à Charles de Gaulle et à personne d'autre et que ça s'est éteint petit à petit? Je ne suis pas spécialiste de la Constitution. Je crois que cette Constitution correspond profondément à une vision centralisée de la France, qu'il est possible de décentraliser, etc. Mais honnêtement, c'est un travail qui me paraît secondaire par rapport à la définition en Europe, dans l'ensemble de l'Europe, de la définition, pour parler simple, d'un capitalisme plus humain et d'une social-démocratie plus redistributive. Voilà, c'est ça le sujet. Ensuite, il faut que le système politique se réadapte à ça. Merci beaucoup Éric Le Bouchet d'avoir été l'invité cette semaine du Monde dans tous ses états, une émission que vous pouvez retrouver sur notre site internet france24.com. Rendez-vous la semaine prochaine.